à savoir pourquoi nous allons parler des civilisations noires. Les civilisations noires, ce sont des civilisations dont on parle rarement, qu'on met très rarement au devant de la scène, et qui pourtant ont bien existé. Le problème du peuple noir, c'est que, je dirais, depuis pratiquement le XVIIe siècle, je dirais la grande vague de l'esclavage et du pillage du patrimoine africain par les Occidentaux, mais pas que, a fait qu'il y a une sorte de culture de la victimisation chez les Noirs. Et le problème surtout, c'est que on leur rentre dans la tête qu'en réalité, ils ont toujours été un peuple relativement primaire, pour ne pas dire primitif, et qu'en fait, ils n'ont participé et concouru à aucun moment, aucun fait de l'histoire, à aucune civilisation, et tout ça, c'est totalement faux. Je vous le dis d'emblée, et je vais vous le prouver. Donc il serait temps quand même que le peuple noir reprenne son histoire en main, arrête de se victimiser, se pose en égal par rapport aux autres civilisations sur cette planète, et puisse dire, je suis désolé, mais nous aussi, on a eu de grandes civilisations, on a fait des choses extraordinaires, on n'est pas différent de vous et certainement pas inférieur à vous, on est votre égal. Chez nous aussi, des grands peuples se sont développés et ont réalisé des choses absolument extraordinaires. Alors après, il y a toujours ce conflit par rapport à l'Égypte des fameux pharaons noirs. Alors moi je veux quand même être très clair là-dessus, ça va peut-être choquer le peuple noir, mais c'est pourtant la vérité, c'est la vérité historique, ça se discute même pas. En fait, les civilisations égyptiennes, sumériennes, babyloniennes, j'en passe et des meilleures, pour moi, sont des civilisations para-africaines, c'est-à-dire elles sont bien entendu sur le territoire du continent africain, mais elles ne sont pas noires. Et il y a bien eu des pharaons noirs, mais ces pharaons noirs, c'est la dynastie Kouch, au moment où effectivement le peuple Kouch a envahi l'Égypte, puis l'a pris sous son contrôle. C'est de là que sont nées toute la vallée de Méroé avec toutes les pyramides qu'on va voir de toute façon tout à l'heure. Hein. On va aborder ce sujet. Mais il faut arrêter de mener ce combat en disant mais les Égyptiens sont en Afrique donc c'est des Noirs. Non, 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 non. Il n'y a pas que des Noirs en Afrique. Il suffit de voir les Boshiman notamment qui sont des Noirs qui habitent l'Afrique du Sud et qui sont certes noirs, mais je dirais on pourrait les considérer comme des métis, tellement leur peau est claire. Donc, il faut pas je dirais, il ne faut pas que les Noirs aillent se chercher des civilisations qui ne sont pas les leurs, pour essayer d'une certaine manière de se légitimer en tant que peuple et en disant nous avons réalisé de grandes choses. Les enfants, arrêtez, vous avez des civilisations absolument fantastiques, je vais vous en parler, il y a de quoi être fier, et même plus que fier, mais il va falloir peut-être que vous commenciez à vous occuper de ces civilisations-là, qui pour l'instant, non seulement les Blancs ne s'en occupent pas, mais vous non plus. Alors c'est quand même un peu dommage, parce que c'est quand même votre legs, votre héritage, et c'est à vous de vous prendre en main et de dire on va s'en occuper. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, effectivement, les civilisations dont je veux vous parler, qui sont absolument fabuleuses, n'ont jamais été mis en avant. D'abord parce que c'est une, comment dirais-je, une politique générale de l'establishment de refuser de reconnaître l'histoire d'avant le déluge, et même de l'histoire de la plus haute antiquité, c'est-à-dire quand même après le déluge, mais on va dire avant une certaine contemporanéité du monde. Et ces personnes ont agi autant sur les civilisations noires qu'ils ont agi sur les civilisations asiatiques, en faisant passer notamment Fuxi pour un pur mythe, alors qu'en réalité c'est quelqu'un qui a historiquement existé, et qui ont eux-mêmes, qui attaquent cet établissement systématiquement, toute découverte qui tenterait à prouver que ces civilisations-là étaient plus évoluées que celles actuelles
au moment de sa naissance. Rappelons quand même pour tout le monde que les civilisations post-diluviennes sont nées il y a environ 9600 ans et qu'on nous rabâche à longueur de journée que avant cette civilisation, c'était le chaos, la barbarie, c'était même à la limite l'inexistence, la non-histoire, alors qu'en réalité, il s'est passé des choses extraordinaires, et comme je vous l'ai dit dans différentes émissions, vous avez pu voir et revoir que tout cela était bien réel, et qu'il n'y avait pas du tout, on n'était pas dans l'imaginaire. Après, bien sûr, il y en a qui fantasment un peu et qui mettent des petites fleurs et des petits cadeaux autour des mots, mais en réalité, si on regarde bien, l'histoire, avant l'histoire officielle, ça fait un moment maintenant qu'ils ont un peu de mal à la nier. Et il reste effectivement ce gros bloc en Afrique où l'establishment dit mais non, quand on est arrivé, c'était des gens primitifs qui vivaient dans des huttes avec un pagne. On a dit la même chose des Polynésiens, hein, je vous signale, donc vous ne sentez pas uniquement visé, croyez-moi, il y a un paquet de peuples, même les aborigènes, qui ont été considérés très largement comme des primitifs, alors que quand on regarde l'évolution de toutes ces sociétés, plus particulièrement en Polynésie, où on retrouve effectivement là aussi des monuments considérables, on se rend très bien compte que tout ça, c'est une posture, c'est une politique de la négation, de l'effacement de l'histoire de l'humanité. Voilà, donc, une chose importante à savoir, comme vous voyez sur cette illustration juste à côté de moi, vous avez une pléiade de peuples africains, une pléiade. Alors, plus vers le haut, nous avons plutôt des gens de peau claire, et plus vers le bas, effectivement, on retrouve des peuples de peau un peu plus foncée. Mais encore une fois, on va arrêter le mythe des Occidentaux, il faut que tout le monde se calme. C'est pas parce qu'on est dans un pays chaud qu'on est plus noir que quand on est dans un pays froid, ça n'a strictement rien à voir. D'autre part, on va aller aborder maintenant, un petit peu plus loin, évidemment, l'Afrique dans son ensemble, et c'est un énorme héritage. Ce que vous voyez sur cette illustration, ce sont quelques artefacts qui ont été retrouvés un petit peu partout en Afrique. Et rappelons quand même le terme artefact. Arte, l'art, fact, le fait, la preuve que ça a été quelque chose qui n'a pas été, entre guillemets, construit par la nature. Donc on peut imaginer quand même que ceux qui ont réalisé ces différents artefacts étaient loin d'être des abrutis, et que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, a nécessité une somme de connaissances qui place le peuple noir très loin derrière le demeuré de base, si c'est ce qu'on veut communiquer sur ce peuple. C'est faux, complètement faux, et vous allez voir que vous allez pouvoir en remettre 2-3 couches pour ceux qui font de la négation quant à la civilisation, le savoir, l'érudition du peuple noir. L'Afrique est très grande. Maintenant, aujourd'hui, elle est divisée dans tous ces pays que vous voyez. Il faut quand même savoir que si vous prenez rien que la moitié haute de l'Afrique, vous arrivez à rentrer l'intégralité des États-Unis, juste dans la partie haute de l'Afrique. C'est pour vous dire la taille du continent, la taille et la répartition des peuples là-dessus, et même s'il y avait, notamment du 16e, on va dire jusqu'au 18e, un grand vide intersidéral, parce que sans les voyages de Livingstone, de Stanley, de Savorgnan, etc., des, entre guillemets, colonisateurs, on n'aurait jamais pu mettre ces peuples en contact les uns avec les autres, tellement les distances les séparaient. Il faut savoir que l'Afrique, c'est quand même un continent à facettes multiples. Non seulement on peut rencontrer des terres arides, des déserts, mais on peut aussi rencontrer des endroits beaucoup plus fournis en végétation, limite inextricable. Et là, si on prend une partie désertique qui ne devait pas l'être à l'époque, on va parler de la première
des civilisations africaines, je les ai classées, à mon sens, dans l'ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. Et là, nous allons parler d'un désert qui existe en Afrique du Sud, c'est le désert du Kalahari. Alors, je vais ressortir ma petite note parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et je vais vous faire la démonstration que, contrairement à ce que l'on peut croire, il y avait bien des civilisations qui bâtissaient des cités, qui construisaient des routes, et qui existaient à une époque totalement improbable dans l'esprit occidental de base, et particulièrement des archéologues, j'allais dire des 200 dernières années, qui existaient même peut-être avant les civilisations occidentales elles-mêmes. Dans le désert du Kalahari, il y a un certain Guilharmi Farini qui, en 1886, a décidé d'explorer le sud de cette région et plus particulièrement ce désert. Alors, Guilharmi Farini, c'est un pseudonyme. En fait, le vrai nom de cet explorateur, c'était William Leonard Hunt, un Canadien. Ça fera plaisir à mon ami Steve. Il est parti là-bas avec son fils et on commençait à explorer tout le désert du Kalahari. Et quand il est revenu de cette expédition, il est allé faire une conférence au Royal Geographical Society à Londres, dont je suis membre d'ailleurs, et il a exposé ce qu'il a trouvé, et lui-même était stupéfait parce qu'il était allé en exploration sous, comment dirais-je, en faisant une recherche géographique plus qu'archéologique. Or, ce qu'il a trouvé dépasse complètement l'entendement et je vous lirai une partie de son rapport. Il a découvert par le plus pur des hasards une cité immense, perdue au fin fond du désert, du Kalahari, en Afrique, dans un endroit où, bien entendu, il n'y a pas un seul blanc, ni de près, ni de loin, qui ait jamais posé les pieds avant William Hunt, lorsqu'il a fait cette expédition. D'ailleurs, c'est incroyable, mais tout d'un coup, derrière, plein de gens se sont sentis très motivés pour aller voir de près cette fameuse cité. Il y a eu notamment l'expédition de F.R. Power et de Borchett de Uppington. Et puis il y a eu un gros rigolo à mes yeux, qui se qualifie de professeur et qui s'appelle A. John Clément, qui se trouve être en fait un personnage assez curieux, pour ne pas dire nauséabond, qui était le chef d'un parti d'ailleurs très apartheid, qui était africain du Sud et qui était même membre, je vais vous donner d'ailleurs son titre, si je le retrouve, il était, membre fondateur avec le professeur Tobias du comité de recherche sur le Kalahari de l'université de Witwatersrand. Il est également membre de l'Institut de l'Homme et de la Société archéologique sud-africaine. On est dans les années 60, là, puisque notre ami John Clément, enfin notre ami avec des guillemets, établit un rapport lui aussi, dont une grande partie, il l'a établi sans même se déplacer là-bas, et donc quand il s'est déplacé là-bas, il m'a joué le Jacques Grimaud en passant autour de Trois Pavas et en disant ensuite, à mon avis, c'est naturel. C'est marrant, mais on nous a sorti la même chose pour les pyramides de Bosnie. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, tous ceux qui ont parlé que l'endroit était naturel passent pour de... Bon, je vais être poli, voilà. Mais ce personnage vient nier toute la découverte de Hunt, qu'on va appeler Farini, parce qu'il a
publié l'ouvrage sous son pseudonyme Guillermi Farini. Et Farini a fait quand même une découverte qui est extraordinaire. Et avant que je vous montre les photographies que j'ai pu récupérer, je vais déjà vous parler de tout ce qui a été fait avant, et particulièrement avant, monsieur le pseudo-professeur John Clément. Alors d'abord, il faut savoir où se trouve cette cité. Pour ceux que ça intéresse, prenez des notes. L'endroit serait situé en Namibie, à l'est, oui c'est ça, c'est au-dessus de l'Afrique du Sud, hein, près de la frontière du pays Afrique du Sud, à l'est d'Aroab, Aéroabé, près de la frontière avec l'Afrique du Sud, et de la localité, alors c'est un nom imprononçable, c'est les noms des Boers hein, de l'époque, hein, des Hollandais qui s'étaient installés là-bas. C'est Rietfontein, ça s'écrit R-I-E-T-F-O-N-T-E-I-N, près du Cap Nord, ils disent, et d'autres sortes la situent 12 km plus loin, près d'une ferme, la ferme de Klipkolk, en suivant probablement une sorte de fleuve, je pense, le bord sud du Salar, ça fait des noms infernales, Axkenpan, c'est-à-dire H-A-K-S-K-2-E-N, espace P-A-N, comme le dieu Pan. Et donc, là-bas se trouve un endroit, avec un nom tout aussi imprononçable d'ailleurs, dont je vous ferai grâce, mais je vous enverrai éventuellement en lien le nom, parce que sinon on va passer 3 heures à épeler les lieux et les endroits et les noms. Mais surtout, ce qui est trouvé là-bas est très rapidement qualifié par Farini de bloc cyclopéen. Et je vais vous lire ce petit texte. Donc ils sont à cheval, hein, c'est pour ça que ça commence par « Nous dételons », parce qu'ils ont des mules. « Nous dételons près d'une ruine immense, et dont je n'avais jamais entendu parler, sur une longueur de près de 2 km, s'étend en forme d'arc une ligne de décombres qu'on eût pu prendre pour la grande muraille de Chine après un tremblement de terre. Ça et là, entre deux assises, on voit encore du ciment parfaitement conservé. Toutes les pierres sont taillées, mais celles qui occupent le sommet des écroulements, usées peu à peu sous la friction des sables et sous les intempéries, ont pris les formes les plus singulières. Quelques-unes ont l'air d'une table à 1 pied. À l'intérieur de l'arc, on trouve, tous les 30 à 40 pas, de petits bassins en forme d'ellipse obtuse, les uns taillés dans un seul bloc, les autres en pierre rejointée. Puis, un espace d'une vingtaine de mètres pavé en grandes dalles et traversé par une sorte de croix de Malte, au centre de laquelle devait s'élever un autel ou une colonne, car des tronçons cannelés sont épars sur le sol. Qu'avions-nous découvert ainsi, dormant au sommeil des siècles? Un temple, une cité, la nécropole de quelque grande nation? C'est le texte de Farini que vous pouvez trouver dans son rapport qui s'appelle « 8 mois au Kalahari, récit d'un voyage au lac Ngami ». Et c'est un livre que normalement il est en livre de droit maintenant puisqu'il date de 1887. Et ce n'est pas la seule personne. D'autres personnes sont allées là-bas. Ils ont eu beaucoup de mal, comment dirais-je, à nier ce qu'ils ont vu. Celui qui a le plus nié, c'est carrément Clément. Mais, comme je vous l'ai dit, on sait pourquoi maintenant. Ceux qui sont allés voir là-bas, l'écrivain notamment David Etcher Childress, décrit, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi, hein, l'esquisse évidente d'un grand amphithéâtre ovale,
peut être long d'un tiers de mile. C'est cet élément, ce grand amphiovale, qui est l'élément principal de cette cité. En de nombreux endroits, la structure présente une ressemblance frappante avec un double mur construit de grands blocs luisants. Et de façon évidente, de nombreux de ces rochers, pris individuellement, peuvent être considérés ou confondus, il est prudent, avec des blocs de construction carrée. Une première équipe, enfin un premier gars est allé là-bas en 2010, en avril 2010, c'est Thomas Desbrières. Vous pouvez peut-être retrouver les photos, des photos qu'il a prises de la fameuse cité du Kalahari, dont certaines, je vais vous les présenter d'ailleurs. Et évidemment, à chaque fois, c'est la consternation devant la cité gigantesque et le même rapport de tous les côtés. Alors je regarde bien, voilà. Une équipe est allée là-bas en 2015. Elle décrit exactement la même chose, à la différence qu'eux sont allés un peu plus loin. Ils décrivent donc une ville de proportions absolument colossales, faite de pierres massives, empilées les unes sur les autres. La ville est effectivement disposée en arc de cercle, tel que Farini l'avait décrit, et ressemble effectivement, c'est le même point de vue qu'ils ont au regard des vestiges, ça ressemblerait à une sorte de grande muraille, comme la muraille de Chine, qui se serait effondrée après un séisme très important. Ils ont trouvé, parce qu'ils ont fouillé, eux, ils ont trouvé qu'une partie de la ville était exposée, mais qu'une autre partie, plus importante, était apparemment cachée sous le sable. En creusant une partie de ce sable, ils ont quand même découvert un trottoir de 6 mètres de large, avec des pierres plus longues posées perpendiculairement au chemin. L'intersection de la chaussée à angle droit était une autre chaussée, ce qui faisait en fait une sorte de croix, de croisement. Ils n'ont trouvé par contre aucune inscription ni aucune marque, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. L'endroit n'ayant jamais été fouillé à part depuis 2015, eux-mêmes, qui sont quand même, c'est une équipe là de gens qui sont, comment dirais-je, des chercheurs de vérité aguerris, sont persuadés, au regard de l'usure des pierres, que la cité est vieille de dizaines de milliers d'années, donc on est carrément dans de l'antédiluvien. Et maintenant, je vais vous montrer ces photos, vous allez être waouh. Allons-y. Alors le fameux Farini, le voilà, celui que vous voyez sur ma droite, par rapport à l'écran. Et voilà ce qu'il a trouvé. Je vais vous laisser le temps de les regarder, j'ai que 4 ou 5 illustrations, mais elles sont sacrement parlantes quand même. Et qu'on vient de me dire, comme pour la pyramide de Bosnie, que tout ça c'est bien entendu du naturel. On m'a toujours dit que la nature était capable d'utiliser une meuleuse et de couper à angle droit les roches, c'est tout à fait évident. Je vous en montre une petite deuxième, tiens, puisqu'on y est. Là, c'est en fait la muraille, enfin, qui émerge de la savane, si je puis dire, pris dans son profil, en fait. Et là, vous voyez très nettement un bassin. Mais il y en a plein, hein. C'est de partout. C'est probablement des lieux de rétention d'eau, parce que l'endroit devait commencer déjà à subir une certaine sécheresse. Et la civilisation qui était sur place avait commencé à prendre des mesures pour pouvoir stocker de l'eau en quelque sorte. Un peu comme on voit cette illustration avec un bassin, des bassins circulaires. Il y a une chose qu'on va remarquer rapidement dans toutes ces civilisations africaines, c'est que le symbole même de construction, c'est le cercle. D'autres, comme les Égyptiens, utilisaient la pyramide. Ici, c'est le cercle, la sphère.
on va le voir un peu plus loin. Je vais vite regarder très rapidement vos questions. Ouais, on peut dire ça, hein, Guillemette, il est tout à fait possible qu'ils n'aient pas vraiment envie qu'on en parle de tout ça. Bonsoir Sandrine, enchantée. Bonsoir Monique. Salut Béatrice. Alors Ahab, c'est une région de Namibie, hein, José, c'est pas la Namibie. Hein. Salut Jonathan, comment vas-tu? Salut Christian, enchanté de faire votre connaissance. Rose toujours présente. Bonsoir Christian, merci pour ton salut, pareil pour Rose. Belle chemise d'homme. Ah, vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas tout vu les enfants. Vous n'avez pas tout vu. C'est la tenue qui va bien, je ne sais pas si vous voyez. C'est la tenue d'expé. C'est la tenue d'expé. On s'entraîne. Salut Jean-Daniel, ça faisait un petit moment là. Ça faisait un petit moment. Alors je vais continuer. Hein. Je viens de vous répondre, on continue d'avancer. Alors, là par exemple, vous êtes ici, ce que l'on voit, c'est l'amphithéâtre en question. En fait, on n'a pas une autre vue plus générale, il faudrait y aller en fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que vous voyez là. C'est un peu en promontoire, et il y a cette chose qui pourrait être tout à la fois une colonne ou un hôtel, allez savoir, disposé pratiquement au centre de l'amphithéâtre. Je n'oserais pas l'affirmer, mais pourquoi pas. Elle serait dans un sale état. Hein. Elle serait dans un sale état, Jonathan. Si on devait considérer que la cité du Kalahari est un vestige d'une des 97 cités de l'Agartha, elle a pris très cher. Ceci dit, vu la taille colossale, et parce que je pense que tout ça, c'est à fleur de sable, hein, ce serait très intéressant de descendre. Quand on regarde par exemple le plateau de Gizeh, et qu'on voit les travaux d'excavation qui ont été faits dessus, si on prend les premières photographies du plateau de Gizeh, on ne voit pas tout ça. Hein. Il a fallu des années et des années, presque 2 siècles, pour que le plateau de Gizeh commence à avoir de la gueule, quoi. Mais il en a fallu en dégager du sable. Donc, là encore une fois, et alors, pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur communiquer les photos, voir s'ils veulent regarder de plus près, agrandir la photo, etc. Vous verrez que ça n'a rien du tout de naturel. Enfin, c'est pour quelqu'un qui a, je dirais, l'optique que j'ai, l'expérience que j'ai, 35 ans de balade là-dessus quand même, hein, les enfants. Je veux dire, je commence à avoir un sacré coup d'œil entre ce qui est artificiel et ce qui pourrait être géologique. Vous savez, quand un abruti comme Robert Soch vous raconte pratiquement que la pyramide c'est du naturel, je veux dire, le professeur de Boston, là, il faut qu'il rentre chez lui et qu'il se repose. Hein. À mon avis, il était déjà dans cet état avant le Covid-19, c'est dire. Hein. Il faut arrêter un peu pour ces pseudo, parce que pour moi c'est des pseudo-scientifiques, même s'ils ont des diplômes, tous les bacs et autres masters que tu veux, à partir du moment où tu te fermes les yeux volontairement, que tu ne veux pas voir les choses, je veux dire, on sait que l'établissement fait tout pour cacher. On le sait. Je veux dire, il n'y a plus personne d'entre vous qui est naïf au point de croire encore la parole des archéologues d'aujourd'hui. Ils sont plus crédibles et ils le savent d'ailleurs. D'ailleurs, vous n'en entendez pas beaucoup parler. Hein. Vous avez beaucoup entendu parler à la télé, vous, d'archéologues qui s'expriment sur telle et telle civilisation, tel et tel truc? Non, hein, pas vraiment. Parce qu'en réalité, à l'heure d'aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils n'ont plus aucun crédit. Et je ne parle même pas du père Adam, qui lui en a carrément plus du tout. Mais bon, ce qui est important, c'est de savoir que cet établissement, ce fameux NWO dont je vous parle régulièrement, lui, ça ne l'intéresse absolument pas. Vous savez, je vous l'ai expliqué lors de Facebook Live sur les Illuminati, pour quelles raisons ils ne veulent pas, évidemment, que nous puissions fouiller dans notre passé et ainsi avoir d'autres points de référence que ceux qui veulent nous filer, et en nous disant qu'en fait, en dehors de eux, point de salut, on le sait. Maintenant, on le sait. Donc, le regard sur beaucoup d'endroits pseudo-naturels a changé. Et je crois que ça a été un bien, finalement, ce clash qui s'est passé en Bosnie entre l'établissement et ce que j'appellerais moi les néo-archéologues,
Et là-dedans, dans les néo-archéologues, un grand nombre de, comment dirais-je, de chercheurs de vérité. Aujourd'hui, il y a quand même des chercheurs de vérité qui vont aller chercher la vérité sur le terrain. C'est ceux-là que je respecte plus particulièrement. Ceux qui font la démarche d'aller voir, de ramener des images, des éléments, voilà. Ça, c'est le gars qui parle pour parler sur le net, il ne m'intéresse pas. La plupart du temps, il a récupéré ses infos à droite à gauche et puis il vous fait un petit mix et il vous sert ça, c'est un plat réchauffé pour moi. Non, ce qui est important, c'est quand quelqu'un amène du news, amène quelque chose qui fait avancer le public, qui permet de faire un pas de plus en avant. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment qui ont un regard désormais différent sur les lieux et qui comportent, on va dire, ce qu'on appelle des images fractales, c'est-à-dire des, 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 des images un petit peu trop géométriques pour considérer que la nature est en mesure de réaliser ce genre d'exploit. Il y a une règle qui a été démontrée 1 milliard de fois, c'est que la nature ne sait pas faire des angles à 90 degrés. Et encore moins construire des choses en posant sur un lieu des piliers, puis une pierre par exemple au-dessus. La nature ne sait pas faire ça. Il faut être très clair, il faut quand même être un minimum logique. Voilà. Beaucoup d'endroits comme ça, qui ont un aspect pseudo-naturel, sont en fait des lieux qui probablement ont été plus qu'émoussés par le temps et les millénaires, par les intempéries, même des fois ça n'est pas besoin de la pluie. Hein. Le vent et le sable, je ne vais pas apprendre aux gens ce qu'est un sablage et ce que ça peut avoir comme effet, ne serait-ce que sur la carrosserie d'autres voitures. Donc, c'est très caractéristique qu'en ce moment, les gens ont dépassé cette analyse de dire, comme c'est pas construit avec des pierres assemblées, empilées les unes sur les autres, c'est naturel. Non, c'est fini, on n'y croit plus. Aujourd'hui, on sait qu'on peut terraformer. On sait que ça a existé. Et on a trouvé des tas d'endroits. Les pyramides de Kamas en Espagne, les pyramides de Visoko en Bosnie. Probablement que si on fouille un peu sur leur Tange, le Taïgétus en Grèce et tout, je suis à peu près sûr qu'on va arriver à trouver des traces d'outils, des traces de choses qui ont fait qu'à un moment donné, une population a décidé que la montagne, elle était plus conique, elle était pyramidale. Là, on a carrément la preuve d'un assemblage de pierres massives qui rappelle complètement les constructions qu'on peut trouver à Mycène, qu'on peut trouver à Tiahuanaco, qu'on peut trouver à Teotihuacan, qu'on peut trouver à Baalbek, dans les fondations notamment du temple de Jupiter. Il y a 1 million d'endroits, où en fait on peut absolument démontrer que ces pierres, comme le dit je ne sais plus quel chercheur, à un moment donné, ça m'a choqué, enfin choqué dans le bon sens. Je vais essayer de retrouver le texte parce qu'ils sont plusieurs chercheurs à avoir fait ce travail. Alors, je ne le retrouve pas et je ne vais pas vous faire perdre du temps, mais il y a un gars qui est allé voir là-bas, qui a fait son expédition, qui est allé voir les pierres de près. Et il est formel, les pierres sont à angle droit et ont été taillées. Il voit une fracture tellement nette qu'elle n'a pas pu être faite par la nature, ni par un changement de température qui aurait pu éclater des pierres. Je vous retrouverai tout ça, éventuellement je vous le communiquerai ultérieurement, mais comme vous le voyez, cette cité du Kalahari, elle a au bas mot 10 000 ans, probablement plus. On est dans une cité antédiluvienne. On est dans une cité antédiluvienne noire, et exclusivement noire. Ce qui prouve bien, puisqu'il n'y avait aucun occidental, aucun peuple, aucun individu de race blanche a vécu au Kalahari, et on doit attendre 1886 pour qu'un premier blanc, Farini, découvre cette cité. Ça prouve bien qu'il y a plus de 10 000 ans, il existait une civilisation dans le sud de l'Afrique. Et ce peuple était noir. Et cette civilisation du Kalahari, elle était
contemporaine, au minima, d'Atlantis. Elle a peut-être connu Mu. Et ça, comme dirais-je, son noyau central, le Kumarikandam. C'est tout à fait possible. Et à partir de là, comme vous le voyez, on n'est plus en train de parler de huttes, là. On est en train de parler de murs monumentaux, construits avec des pierres monumentales, équarries s'il vous plaît, taillés en demi-cercle, avec des lieux au centre de ce demi-cercle considérés par Farini et les autres comme une sorte d'amphithéâtre, une scène, un lieu central. Est-ce qu'il est central au point qu'on puisse le trouver au centre du cercle? On parle d'un demi-cercle. Mais est-ce que ce lieu que l'on voit à l'écran là, il n'est pas disposé très exactement au centre du cercle ou du demi-cercle? Très intéressant. Tout ça, c'est des mesures qui n'ont pas été faites, mais qui mériteraient d'être faites. Et cette construction, plus de 10 000 ans. On parle bien d'un peuple qui maîtrise à minima les mathématiques, l'algèbre, la trigonométrie, pour pouvoir effectuer ce genre de construction. Tout le monde est d'accord. Ce n'est pas du tout un peuple primaire, ni primitif qui a bâti ça. Et là, on n'est nulle part ailleurs qu'en Afrique. Mais vous allez voir, ce n'est pas la seule civilisation noire. On a plus récent, encore plus fabuleux. Et on va d'ailleurs continuer de se déplacer. Regardez ces choses-là. Ça, c'est carrément en Afrique du Sud, c'est-à-dire le pays juste en dessous du Kalahari. Tout le monde connaît ces sphères. Je ne me rappelle plus très exactement le nom parce que c'est infernal, mais c'est encore un nom du peuple Breur. Et donc, ces éléments-là, on en a trouvé des centaines, mais pas forcément, comment dirais-je, dispersés dans la terre, trouvés comme ça. Ils ont été trouvés dans une mine, je crois, je ne sais plus exactement. Oui, ces fameuses sphères, José, tu vois de quoi je parle. Les sphères d'Afrique du Sud, elles ont un nom intenable. Je vais essayer de vous trouver ça vite fait pour vous éclairer quand même. Sphère Afrique du Sud. Et on tombe sur un nom absolument impensable, les sphères de Klerksdorp. Voilà. Et là aussi, évidemment, c'est fabuleux. On veut nous dire que tout ça, c'est naturel, mais bien sûr. Donc, tout à fait. En fait, c'est dingue, hein. L'homme est tellement incompétent que, quels que soient les millénaires, il a deux mains gauches, quoi. Voilà. Exactement. Exactement, José. Les fameuses sphères. Voilà. Ah, voilà. Christian nous dit quelque chose d'intéressant. Il est dit dans l'histoire d'Al-Keboulan, en Afrique, qu'avant la séparation des continents, c'est-à-dire avec l'Amérique, le continent a été connu sous le nom de Gondwana. Oui, tout à fait, je suis au courant de ça. C'est en quelle matière? Alors, d'après, Franck, d'après ce qu'ils nous disent, je te donne les infos, mais moi, tu sais, Wikipédia, ça vaut vraiment pas ce que ça vaut, hein. Ils disent qu'en fait, c'est du pyrophilite, dépôt de pyrophilite vieux de 3 milliards d'années, selon eux, hein. Voilà, franchement, non. Non, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il faudra analyser de plus près ces petites billes, mais toujours est-il que ces billes-là se trouvent en Afrique et nulle part ailleurs, et que moi, j'ai été un petit peu intrigué par ces petites billes qu'on revoit ici. Ça, c'est une photo très ancienne, une des premières. J'aime bien montrer les photos anciennes parce qu'elles n'ont pas subi de Photoshop et de trafic quelconque, et donc on est à peu près sûr que c'est des photos authentiques, elles, sûres. Mais ce qui est intéressant, c'est
Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle absolument rien. Alors, je voulais quand même dire aux gens, à vous tous, que beaucoup de choses que vous voyez dans les films de science-fiction sont souvent des réminiscences. Et comme je vous l'ai dit, c'est d'ordre génétique. À un moment donné, le corps, l'esprit, vous savez, ce n'est jamais qu'un élément de notre architecture, hein, le gène, nous retransmet via le cerveau des informations détenues, connues par nos ancêtres, à travers la succession des générations, bien avant que nous on prenne conscience de ça. C'est ce qui me fait dire régulièrement qu'en réalité nous n'inventons rien, nous ne faisons que reproduire ce qui a déjà été inventé. Après on peut parfois moderniser l'invention, c'est l'apport que fait la génération 267 par rapport à la génération 92, mais on part toujours d'un même point, c'est le point qui a été découvert par la génération 92. Dites-moi si ça vous inspire rien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Christian, ça m'intéresse ton histoire d'Al-Keboulon. Est-ce que par hasard tu as des liens, des infos un peu sérieuses quand même, m'envoie pas sur des sites New Age, hein, des choses un peu sérieuses que je pourrais consulter et lire pour ma culture personnelle? Regardez ça. Ça vous dit rien, ça? Ici, vous avez, complètement à droite, une des billes. Au centre, avant qu'elle soit vraiment restaurée. Et complètement à gauche, je sais. Vous allez me dire, il a fumé la moquette, Domi. Est-ce que ça n'a jamais existé? Est-ce qu'on est sûr que ça n'a jamais existé? Vous savez, quand on parle de l'Agartha, et ceux qui ont lu la trilogie de Shambhala le savent mieux que personne, on parle de guerres intergalactiques ayant existé autrefois, avec des moyens colossaux, des vaisseaux considérables. Je vous rappelle quand même que le vaisseau avec lequel les Agarthiens se sont écroulés sur cette planète faisait 19 km de long sur 8800 mètres de haut. C'est-à-dire qu'il pouvait contenir littéralement 10 croiseurs de la guerre des étoiles en lui. C'est quand même pas rien. C'est quand même très intriguant qu'on puisse trouver des objets qui pourraient, à mon sens, c'est mon analyse de la chose, hein, être en quelque sorte des fabrications pour perpétuer le souvenir de quelque chose qui a existé. C'est pas la première fois qu'on reproduit en miniature, donc portatif pour n'importe qui, même en pendentif, des choses ou des objets. Regardez déjà en Amérique centrale et du Sud, ces avions bizarres, ces choses qu'on veut nous faire prendre pour des oiseaux, mais qui ont tout le design d'un avion. Ah, d'accord. Oui, c'est vraiment tout à fait spécial. C'est vraiment tout à fait spécial. Et pourtant, c'est en Afrique, encore une fois. Et qui nous dit que le peuple qui était là n'a pas assisté dans son histoire à quelque chose que peut-être tous les autres peuples de terre n'ont pas vu ou pas su. On ne sait pas. Je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a pas, comment dirais-je, de différence entre jaune, noir, rouge, blanc. La seule différence qui existerait, selon les carnets de Wesley et les notes qu'il a pris dans la salle du savoir au cœur même de Shambhala, c'est qu'en fait, quand on est arrivé sur Terre, il n'y avait pas que des blancs dans l'engin. Et peut-être même des extraterrestres, enfin ce que nous considérons comme des extraterrestres. Peut-être même des reptiliens, allez savoir. Nous nous sommes répartis sur la planète, nous nous sommes peut-être regroupés par ethnie,
Mais ça n'a jamais fait de nous des gens différents les uns des autres. Si on regarde un blanc, un noir, un rouge, un jaune, on est constitué pareil. Hein. Même sang, même chair. C'est tout juste quelques traits génétiques qui nous différencient, mais tant que ça, notre sang est rouge pour tout le monde. Et quand tu regardes un squelette des 4 ethnies différentes, ma foi, elle a la même gueule. Hein. C'est quand même tout à fait plausible qu'une partie de la peuplade des Agarsiens ait décidé de s'installer en Afrique et peut-être s'y est développée. Ce qui sous-tendrait bien entendu que donc depuis 9600 ans nous sommes de très gros cons, mais il n'y a pas que ça. Tous les grands romans d'aventure qui peuvent apparaître imaginaires, notamment les Indiana Jones, etc., ont un fond de vérité. Tous. Ils sont basés sur quelque chose qui a été picoré à droite à gauche pour parler d'un fait réel. Le fait le plus réel va nous faire pénétrer dans un autre territoire d'Afrique. Nous allons aller plus à l'est, dans un territoire qui se trouve pratiquement à la croisée de 3 pays, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Je veux parler de la vallée de Virunga. Dans cette vallée, il y a eu une légende très importante qui a circulé dans beaucoup de peuples africains et qui est arrivée jusqu'aux oreilles des Occidentaux, c'est les fameuses mines du roi Salomon. Sauf que ce n'étaient pas des mines en soi, et que ce qu'on y trouvait, ce n'était pas de l'or, c'était beaucoup mieux. Mais il faut savoir que le roi Salomon était en relation à cette époque avec cette civilisation qui a donc, bien sûr, encore une fois, intégralement noire, qui n'a disparu que très récemment finalement, puisque on perd sa trace en tant que fournisseur du roi Salomon qu'à partir de celui-ci, et on n'entend plus parler de ces fameuses mines après le départ définitif de la reine de Saba lorsqu'elle quitte le roi pour rentrer chez elle. La reine de Saba, on n'a jamais véritablement réussi à situer où était son royaume. On sait juste qu'une partie de ce royaume pourrait très bien être au Yémen. Mais, sur la vallée de Virunga, beaucoup de textes, de légendes, d'écrits étranges parfois. J'ai d'ailleurs mis toute cette information dans un bouquin qui s'appelle Tout l'or du monde, où je raconte l'histoire des trésors les plus fabuleux, mais aussi les plus mystérieux. La reine de Saba était immensément riche. Quand elle est arrivée pour se présenter au roi Salomon et nouer des relations commerciales avec le royaume de Judée, elle est arrivée avec des choses tout à fait particulières dont on va parler, extrêmement rares et qui font passer le diamant blanc pour franchement de la verroterie. C'est elle dont on pense qu'elle était la reine absolue d'une civilisation noire, et donc elle était noire, elle aussi. Et c'est pas parce qu'on dit qu'elle était d'une beauté fabuleuse que ça lui enlevait quoi que ce soit, puisque je peux vous dire qu'il y a pas mal de jeunes femmes noires qui peuvent tirer la bourre très gravement à toutes les autres ethnies de couleur. Hein. Il n'y a aucun problème. Et elle était d'ailleurs probablement absolument splendide, puisqu'elle a séduit le roi Salomon, elle lui a même tourné la tête quelque part. Et elle devait probablement diriger, elle avait sous sa coupe et sous son contrôle, une cité que beaucoup de chercheurs de trésors, d'archéologues, rêveraient bien de trouver d'ailleurs,
la cité de Zinj. Zinj n'est pas son seul nom. Elle a été aussi connue sous le nom de Ophir. Et je pense encore de 3 autres noms. La particularité de la civilisation de Zinj, c'est qu'elle a éclos au bord d'un volcan, a découvert une géode géante de diamants bleus, l'a exploité, a vendu ces diamants bleus et est devenue, en Afrique, mais dans le monde antique, probablement le royaume le plus riche au monde. Tellement riche que toutes les constructions qui ont eu lieu à Zinj décrivent une cité en avance pour son temps sur toutes les cités, même romaines et grecques. De l'eau courante, des évacuations des eaux usées, des latrines, des espaces lumineux, des maisons bien orientées, des jardins suspendus et jardins normaux, des cultures très prolifiques puisqu'ils étaient capables d'avoir 2, voire 3 saisons, 3 récoltes par an. Et cette cité, mais pour la joindre et l'atteindre, à l'heure d'aujourd'hui, la vallée de Virunga est non seulement un parc national, mais c'est un parc national ultra protégé. Je crois que les nations noires qui constituent ces 3 pays se sont fait littéralement un pacte sacré et qu'ils refusent absolument toute incursion qui pourrait détruire l'environnement, mais pas que, je pense. Je ne sais pas s'ils sont au fait de l'existence de Zinj, mais Zinj, après la cité du Kalahari, était la plus prestigieuse civilisation noire qui ait existé, et on ne peut pas dater la naissance de Zinj. Elle a pu être tout à fait contemporaine des civilisations antédiluviennes. On est dans l'incapacité de le savoir à l'heure d'aujourd'hui. Le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller, et d'aller explorer, d'essayer de retrouver les ruines, de retrouver les écritures sur ces ruines, de retrouver, je dirais, tout ce qui se trouve là-bas et qui va nous permettre de dater, ne serait-ce que si on pouvait trouver des éléments, tablettes ou autres, ou gravures sur les murs, indiquant les relations avec telle ou telle nation autre, qui nous permettrait de faire un rapprochement, au moins de savoir avec qui commercer et quand, à quelle époque. Ça, c'est encore quelque chose de très difficile. Et d'autant plus que cette cité, pour l'atteindre, outre la jungle impénétrable, ben, il fallait quand même traverser de sacrées vallées, parce que c'est le rift africain là-bas. Hein. Là-bas, c'est de la montagne, c'est de la jungle à perte de vue. Quand vous crapahutez pour retrouver la cité de Zinj, vous faites une colline, et puis la suivante, et peut-être la 3e et la 4e, en fait, vous ne voyez jamais la fin. Et croyez-moi, j'ai déjà connu ça, on en a parlé avec Philippe Esnos il y a très longtemps, à propos des Langanatis en Équateur, où des Américains avaient déboulé comme des grands caïds, et au bout du compte, ils sont passés pour des guignols, parce que dès que les discussions apportaient sur où est-ce qu'il fallait aller, et que les gars se sont vus traverser 4 vallées à pied dans la jungle, ils ont pris leur hélicoptère, leur clic et leur claque, et sont rentrés chez eux, ce qui a fait rire évidemment toute l'équipe, Philippe Esnos en tête. C'est vraiment un défi d'aller retrouver cette cité. Ceci dit, vous imaginez, elle est sur le territoire de 3 nations africaines. Le diamant bleu, mes enfants, il n'y en a que 200 dans le monde. 200. Pas plus, 200 exemplaires. Ils valent une fortune. Près du double, voire du triple, de la valeur d'un diamant blanc. Ils ont des propriétés piézoélectriques que n'ont pas les diamants, qui leur permettent d'être utilisés à petite dose, je dirais, en forme microscopique, dans les communications, et notamment satellitaires. C'est pas rien. Vous imaginez un peu la valeur de cette caillasse. Et en plus, le pire, c'est que ce genre de pierre, vous la connaissez. Vous connaissez ce genre de pierre. Cette zone est très volcanique, il y a même encore des volcans en fonction. Mais les textes nous permettent de savoir qu'il faut qu'on retrouve le Mukenko, et on a retrouvé un autre volcan sur place là-bas qui ne s'appelle pas le Mukenko, mais qui s'appelle le Mikenko, et qui pourrait être tout à fait celui-là, que vous voyez ici vu de loin, et qu'on peut aller voir, là c'est au clair-obscur,
de plus près, c'est probablement au pied de ce volcan que se trouve Zinj. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne n'y est allé, comme d'habitude. Hein. C'est comme pour l'Agartha, tout le monde sait où c'est, mais personne n'y va. C'est toujours pareil. Et c'est vrai que c'est Rick Duragarde, avec son livre Les mines du roi Salomon, qui a fait connaître Zinj, parce qu'il s'est inspiré de l'histoire de Zinj d'Ophir pour construire son roman avec Allen Quatermain. On a retrouvé des traces. Il y a eu des explorations. J'en parle dans le bouquin Tout l'or du monde sur le sujet de Zinj. Je donne vraiment tout le détail chronologique de tous les explorateurs qui ont fait les recherches, ceux qu'ils ont trouvés ou pas. Il y en a même qui ont disparu, qui sont morts, qui ont été perdus corps et bien. Mais certaines gravures dans celle-là sont des gravures qui parlent de constructions qui ont été rencontrées au fur et à mesure que des explorateurs sont allés vers Zinj. Alors il faut savoir que la civilisation qui habitait là-bas était extrêmement, comment dirais-je, méfiante. Et on pouvait le comprendre, vu qu'ils avaient une mine de diamants à leurs pieds, avec les gens qui venaient les voir. Ils savaient très bien que les gens ne venaient pas pour leur beauté, là, pour leurs magnifiques yeux, mais en réalité parce qu'il y avait du diamant bleu et que c'était extrêmement rare. Donc ils avaient mis au point une protection. Et cette protection, c'était qu'ils avaient dressé des singes, ils avaient pris une espèce de singe qui vivait dans la forêt avoisinante, et ils les ont entraînés, mais comme on entraîne des Rottweilers, quoi, hein, des chiens de garde. Et toute personne qui essayait de pénétrer en dehors de l'escorte faite par les gardiens de ces singes, leurs maîtres, quoi, hein, un peu comme des maîtres chiens, pouvaient être littéralement déchiquetés par ces singes. Et la terreur de ces singes, le fait qu'ils aient existé, a été pour l'essentiel dans la peur d'aller retrouver Zinj, la peur de se retrouver face à cette génération de singes très agressifs. Et c'est, comme toujours, les Arabes étant très grands voyageurs, c'est beaucoup de marchands arabes qui, allant à Zanzibar notamment, ont reçu des échanges, ont échangé avec les explorateurs, les aventuriers, les marchands qui allaient dans cette région et qui en revenaient, vu qu'à un moment donné, il y a une histoire d'un diamant gros comme le poing qui est montré, exhibé, par un gars qui dit qu'il revient de Zinj, où il a pu récupérer ce diamant. On a donc toute une série d'informations qui présentent une cité surévaluée, une civilisation surévaluée, très en avance sur les civilisations occidentales de l'époque, et qui est extrêmement riche puisqu'elle commercialise son diamant bleu, très rare, et donc par voie de conséquence très cher. Cette civilisation, il y a un réalisateur qui nous en a fait un film, et ce qui est bien, c'est que, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a essayé de coller à l'histoire au lieu de fantasmer sur les trucs, ce qui fait qu'il nous a fait quelques images, il a fait quelques décors qui sont quand même très parlants, et je pense très proche de la réalité si demain on mettait la main sur Zinj.